Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée aux interrupteurs logiques et aux fonctions spéciales. Alors, pour tous ceux qui ont entendu parler des Teranis et de l'OpenTX, on dit «Ah, il y a des fonctionnalités absolument phénoménales», et ben les interrupteurs logiques en font partie. C'est un point où, suivant les besoins, suivant ce que vous voulez réaliser, quasiment tout est possible. Enfin, je dirais même tout est possible. C'est vraiment une particularité qui fait que une fois qu'on l'a bien appréhendé et bien compris, on peut faire absolument tout ce dont on a besoin. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'un interrupteur logique, tout d'abord? Vous savez ce qu'est un interrupteur. Typiquement, sur votre radio, lorsque vous êtes en train de voler avec un avion de voltige par exemple, vous allez, grâce à un bouton, passer de petits débattements à moyen débattement à grand débattement. Si vous faites de l'hélicoptère, vous allez utiliser un bouton pour changer de la phase de vol normale à l'idle up ou au mode 3D. Donc c'est un interrupteur, c'est un interrupteur mécanique que vous actionnez avec le doigt. Un interrupteur logique, c'est le même principe. C'est un interrupteur virtuel qui va s'actionner en fonction d'une condition que vous allez définir. Et là, c'est votre imagination qui va limiter, hein. La radio, elle sait tout faire. Concrètement, par exemple, vous pouvez dire, bah moi je veux que j'ai un interrupteur logique qui devienne vrai, donc comme si j'appuyais sur le bouton lorsque je suis à une altitude inférieure à tant de mètres. Et hop, vous allez déclencher une sortie de train d'atterrissage automatiquement. Bon, ceci dit, je vous le conseille pas trop parce qu'en général les varios sont pas super méga précis. Mais bon, c'est juste un exemple pour illustrer. Donc voilà. Alors, je vais passer en revue tous les fonctions disponibles pour créer des interrupteurs logiques. Alors, donc ici, on peut, quand on parle d'interrupteur logique, on voit les L1, L2, L3, donc pour logique. On en a 32 disponibles par modèle. Lorsque dans les entrées, les mixages, on, on assigne une ligne avec un interrupteur, et ben on va retrouver aussi toute notre série d'interrupteurs logiques. Alors soit l'interrupteur logique, ou comme on l'a déjà vu, soit si l'interrupteur logique n'est pas vrai, avec le point d'exclamation d'avant. Donc si l'interrupteur logique L1 n'est pas vrai, alors c'est comme si l'interrupteur était actionné, ou ici L1, pof, c'est cette ligne-là va être vraie si l'interrupteur logique L1 est vrai. Donc lorsqu'on veut utiliser un interrupteur logique, ça se fait en deux étapes. On crée d'abord l'interrupteur logique, puis après on va utiliser l'interrupteur logique pour déclencher une action. Ici, on ne fait que créer l'interrupteur logique. En soi, c'est comme s'il y avait un petit génie à l'intérieur de votre radio qui était en train de dire ah bon bah alors le chef il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à ça à ça. Ah c'est vrai, paf, je m'allume. Ah c'est pas vrai, paf, je m'éteins. Donc il fait la commutation de l'interrupteur. Après, bah, cet interrupteur, on en fait quelque chose, soit dans les entrées, soit dans les mixages, soit avec des fonctions spéciales. Ça, c'est vous qui savez ce que vous voulez réaliser. Avant d'aborder directement l'explication et une démonstration de comment créer un interrupteur logique, on voit souvent et supplémentaire et ou. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc ici, la table de vérité d'un et ou and en anglais. Donc on retrouve V1, V2, donc V1, V2, et L, bah, c'est ma sortie, donc c'est mon interrupteur logique. Donc un et, bah, ça porte bien son nom. Il faut que V1 et V2 soient vrais pour que la sortie soit vraie. Donc vous voyez, si V1 est faux, V2 faux, ma sortie c'est faux. F, V1 est faux et V2 est vrai, alors donc la sortie est faux. Est-ce que V1 est vrai et V2 est vrai? Non, c'est faux. Est-ce que V1 est vrai et V2 est vrai? Oui, c'est vrai. Donc là, ma sortie passe à vrai.
Donc ça, c'est la table de vérité des et. Pour les ou, eh ben, c'est pareil. Est-ce que V1 est vrai ou est-ce que V2 est vrai? Alors, exemple, V1 est faux ou F2 est faux. Alors, bah, du coup, ma sortie est faux. V1 est vrai? Non. Ou est-ce que V2 est vrai? Oui, V2 est vrai. Du coup, ma sortie est vraie. Donc, vous voyez, vrai, faux, ça fait vrai. Et vrai, vrai, ça fait vrai. Donc, le ou, c'est en gros, dès qu'il y a V1 ou V2 qui sont vrais, à ce moment-là, ma sortie passe à vrai. Après, il y a le ou X, alors qui s'appelle le ou exclusif ou XOR en anglais. Dans ce cas-là, il est exclusif dans le sens que c'est ou V1 ou V2. Si c'est les deux en même temps, alors du coup, ben, c'est pas vrai. Regardez la table de vérité ici. Vous allez voir, V1 et V2 sont faux. Donc ma sortie est faux. V1 est faux, mais par contre, V2 est vrai. Donc comme ma table de vérité du ou, quand il y a l'un ou l'autre qui est vrai, ma sortie est vraie. Pareil dans l'autre sens, V1 est vrai, V2 est faux, donc ma sortie est vraie. Et là, la grosse différence par rapport à un ou entre un ou et un ou exclusif, c'est que le ou normal, V1 est vrai ou V2 est vrai, bah oui, donc ma sortie est vraie. Mais là, non, il faut que ce soit exclusif. V1 est vrai, oui. Ah, mais V2 est vrai aussi. Alors du coup, ma sortie est fausse. Il ne peut y en avoir qu'un. C'est comme un peu Highlander. Il peut y avoir un seul V qui est vrai. Ils sont exclusifs. Si les deux sont vrais en même temps, ils sont pas d'accord, ça devient un faux. Donc voilà, ça c'est l'explication des tables de vérité pour les fonctions logiques de base et ou X qui s'appelle en fait le ou exclusif. Concernant le bistable, je vais y revenir plus tard parce qu'il est un petit peu plus complexe à appréhender. Alors, on choisit une fonction. La fonction, c'est deux arguments, V1, V2. Donc, quand le résultat du test qu'on réalise avec la fonction est vrai, l'interrupteur logique L1, là dans l'exemple, devient vrai. Petite démonstration rapide. Bon, je prends directement l'entrée du manche gaz. Donc là, A supérieur à X, donc A c'est V1, X c'est V2, l'argument V2, donc je sais pas, je vais mettre 30%. Simulation. Donc regardez bien ici, l'interrupteur L1. Donc quand mon manche va monter et que l'on va atteindre plus que 30%, hop, l'interrupteur devient vrai. Si c'est en dessous, c'est plus vrai. Donc voilà, là on a créé un petit interrupteur logique. Maintenant, la colonne est supplémentaire, on peut conditionner, par exemple on veut que ce test ne soit actif que sous une certaine condition. Donc ça peut être en fonction d'un autre interrupteur, en fonction de la phase de vol dans laquelle on est. Bon là pour la petite démonstration je vais dire bon bah si l'interrupteur SA est en position milieu, donc simulation, donc là je vais passer à plus de 30% et rien ne se passe. Et oui, parce que souvenez-vous dans le et, il faut que ce soit la première chose et la deuxième chose qui soit vraie pour que l'ensemble devienne vrai. C'est et, il faut les deux. Donc là si je mets SA en position milieu, hop, voilà. Le résultat de la fonction avec ses arguments est vrai et le et supplémentaire SA est bien en position milieu, donc là ça fonctionne. Hop, 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 hop. Après, on a aussi la colonne durée. Donc là, comme je disais en rigolant, hein, c'est comme si on avait un petit génie à l'intérieur de la Taranis à qui on expliquait qu'est-ce qu'il faut qu'il surveille et quand est-ce qu'il doit activer ou pas cet interrupteur virtuel, cet interrupteur logique. Mais on peut... alors, pour que ce soit plus facile, je vais utiliser des interrupteurs. Hop. Donc, alors, quand un interrupteur logique est vrai, ça veut dire qu'il prend plus 100%. Quand il n'est pas vrai, il prend moins 100%. Alors, SA, donc là, SA en l'occurrence, si il est égal à moins 100%. Voilà. Je simule.
Donc quand SA moins 100%, voilà, oui, il est moins 100%, à 0 c'est pas vrai, et à plus 100% c'est pas vrai. Alors si je mets plus 100%, tac, voilà, là l'interrupteur logique ici, là je suis à moins 100%, rien ne se passe, 0, plus 100% il devient vrai. L'avant-dernière colonne, la durée, c'est... Donc voilà, là on a expliqué notre petit génie en disant, voilà, quand tu vois que l'interrupteur SA, bon là c'est pour l'exemple, hein, évidemment, détecter que l'interrupteur SA est en position basse, il n'y a pas besoin d'un interrupteur logique pour faire ça, c'est juste pour vous expliquer et faire des démonstrations. On peut vouloir dire à notre petit génie, je dis, ouais mais attention, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que quand mon interrupteur SA est en position basse, que l'interrupteur logique devienne vrai. Moi, ce que je veux, c'est que tu regardes et quand je mets l'interrupteur dans cette position, à ce moment-là, mon interrupteur logique, tu dois appuyer dessus, tu dois appuyer sur le bouton commuter interrupteur, mais pendant seulement une seconde, par exemple. Donc, démonstration, ça sert à ça. La durée, c'est je dis quand la fonction ici est vraie, combien de temps l'interrupteur logique, lui, va être vrai. Démonstration. Tac, hop, vous voyez, il est passé vrai pendant une seconde. Et après, il retourne faux. Et il y reste tant que on ne rentre pas à nouveau dans le test de la fonction. Le délai, c'est par exemple, là, on veut que par exemple, c'est souvent vrai dans la télémétrie. Lorsqu'on est en train de surveiller la tension d'un pack, on sait très bien que si c'est sur un motoplaneur, à chaque fois qu'on donne un coup de moteur, la tension de la batterie chute et elle met un certain temps à récupérer. Donc si on fait une alarme sur un seuil de tension, dès qu'on va mettre en route le moteur, l'alarme va se déclencher, l'interrupteur logique va être vrai. Donc là on peut dire, ah mais moi je veux que tu regardes cette fonction, je veux que tu testes si ma batterie chute en dessous d'une certaine tension, mais faut que elle soit sous cette tension pendant un certain temps. Donc c'est là où on peut utiliser le délai. Le délai, ça veut dire, bon, là, par exemple, là, je vais mettre 3 secondes. Ça veut dire qu'il faut que la condition ici, donc de la fonction et du et supplémentaire si vous utilisez, il faut que cet ensemble soit vrai pendant 3 secondes, et là, passé 3 secondes, l'interrupteur logique va devenir vrai. Démonstration. 1, 2, 3. Et voilà, l'interrupteur logique devient vrai. Évidemment, on peut combiner. Là, je pourrais dire, il faut attendre 3 secondes avant, et puis quand ça devient vrai, tu es vrai, mais que pendant une durée de 1 seconde. Démonstration. 1, 2, 3. Ça devient vrai pendant 1 seconde, et ça devient plus vrai. Et voilà. Voilà quelles sont la, la philosophie de comment fonctionnent les interrupteurs logiques. Pour compliquer encore plus, je peux dire, donc je veux que mon interrupteur, on va même faire autrement. On va directement prendre celui-là. On va prendre mon manche. Donc là, je veux pas tenir compte de mes dual rates. Je veux avoir directement l'information qui vient du manche. Donc je prends gaz directement. Je vais dire, je sais pas, moins 25%. Donc quand mon manche gaz est en dessous de moins 25%, et que mon interrupteur SA est en position milieu, à ce moment-là, mon interrupteur logique L1, après avoir attendu pendant un délai de 2 secondes, l'interrupteur va devenir vrai pendant 1 seconde. Démonstration. Donc là, c'est ici que ça va se passer. Rien ne se passe. Première étape, hop, j'ai mon manche qui est bien en dessous de moins de 25%, mais rien ne se passe parce que j'ai mon et supplémentaire. Et là, je mets mon et supplémentaire. 1, 2, hop, et est devenu vrai pendant 1 seconde. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Hop, je me mets là. 1, 2 secondes. Donc, 1, 2, hop,
c'est vrai. Voilà, un exemple concret. Donc là, il faut bien noter que ici, l'interrupteur logique, pour que ça fonctionne, ça va de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, il faut d'abord que ma fonction là soit vraie et que celle-là soit vraie. Et à ce moment-là, quand cet ensemble, donc le et supplémentaire si on l'utilise évidemment, quand l'ensemble de ça est devenu vrai, on applique le paramètre, on attend le délai, et après, notre interrupteur logique va devenir vrai pendant la durée qu'on a spécifiée. Alors, allons-y maintenant pour faire un petit tour de toutes les fonctions disponibles. Donc, a égale x, c'est simple, c'est quand a, donc c'est v1, x c'est v2. Donc bon, les manches, c'est pas évident de tomber exactement égal, ça c'est à éviter. Donc ça va plutôt être pour, je sais pas, par exemple, un interrupteur. Donc si, hop, je retire ça, si SA égale moins 100%, alors l'interrupteur est vrai. Donc je retire les délais. C'est celui qu'on a utilisé dans l'exemple. Donc SA est vrai. Hop, hop, il est pas vrai, pas vrai, il est vrai. A à peu près vrai. Alors là, ça veut dire plus ou moins 0,9%. Donc ça veut dire que si SA est égal, alors si je mets, je sais pas, 10% par exemple, donc si SA est compris entre 9,1 et 10,9, alors cet interrupteur logique est vrai. Enfin, cette fonction est vraie. Donc il faut rajouter ou retirer plus ou moins 0,9. C'est une petite fenêtre si la valeur n'est pas méga stable. Donc ça peut être utile lorsqu'on utilise, quand on veut faire une comparaison avec une valeur de télémétrie qui bouge pas trop vite. A supérieur à x, donc là ça veut dire, donc là c'est ce qu'on utilise souvent pour les manches. Si V1, donc ce qu'on met dans V1, est supérieur à la valeur qu'on met ici, alors la fonction devient vraie. Si là c'est A inférieur à x, donc si ce qui est dans V1 est inférieur à la valeur programmée dans V2, alors cette fonction devient vraie. Là, on revoit, comme on avait déjà vu, la valeur absolue de x. Là, par exemple, si j'utilise, on va prendre la profondeur. Donc si donc le signe valeur absolue, ça retire le signe. Donc ça veut dire que sur ma profondeur, ce qui était moins 10 va devenir plus 10. Moins 20, ça va devenir 20. Souvenez-vous, on a déjà vu la fonction valeur absolue. Donc si je mets 30, donc valeur absolue de la profondeur doit être supérieure à 30 pour que l'interrupteur L1 devienne vrai. Alors là, regardez, donc c'est la voie 2. Je monte, je monte, je monte. Hop, je suis au-dessus de 30%. L1 est devenu vrai. Je descends, descends. Comme je suis en valeur absolue, c'est comme si j'avais pas de signe. Donc 26, 28, 29, hop, 31. Ça devient vrai. La valeur absolue inférieure à x, donc ça marche dans l'autre sens. Si la valeur absolue, bon, redémonstration, là je suis en dessous de 30, je suis en dessous de 30, hop, je passe au-dessus. Je suis en dessous, en dessous, en dessous, hop, je suis passé au-dessus de 30. Ça n'est plus vrai. Le et, donc le et, on l'a vu, il va fonctionner de cette façon-là. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dans le et, on ne retrouve pas les manches, parce qu'un manche ne peut pas être vrai ou faux. On a le ou exclusif, donc toujours, comme on a vu ici. Alors le ou exclusif, je peux vous faire une petite démonstration, là, pour bien comprendre. On va dire donc SA et SB. Donc le ou exclusif, ça veut dire si V1 est vrai ou V2 est vrai, alors c'est bon. Par contre, ils sont exclusifs. Si les deux sont vrais en même temps, ça ne marche plus. Démonstration. SA est vrai. Donc hop, mon interrupteur L1 passe à vrai. SB est vrai. Je mets les deux. Ah ben non, c'est plus vrai. J'en relâche un, ça redevient vrai.
Donc je vous invite à jouer avec Compagnon pour bien appréhender tout ça. La fonction flanc, bon c'est comme la fonction Bistam, je vais y revenir mais en dernier. A égale B, eh ben c'est presque pareil que A égale X. A égale B, c'est dans ce cas-là non plus une valeur fixe que nous on choisit, mais ça redevient une autre, pardon. On peut choisir à nouveau parmi tous les interrupteurs logiques, les manches, même les ports de traîne de décollage, les voies, etc. Donc là, je sais pas, pour une raison X ou Y, si je dis, je sais pas, par exemple, si ma voie 1 est presque égale à ma voie 2, enfin égale à la voie 2, alors ça devient vrai. Hop là, c'est vrai, je bouge, c'est plus vrai. Hop, je relâche, ça redevient vrai. Bon, avec les manches, faut surtout pas faire de égal parce que comme il y a toujours une petite vibration en permanence, ce sera jamais vrai. Il vaut mieux utiliser les supérieurs ou inférieurs A. Euh, et puis on a A supérieur à B. Donc là, pareil, on peut choisir entre tous les interrupteurs logiques, tous les manches, les boutons, les interrupteurs. A supérieur à B. Donc A, vous avez bien compris, A c'est V1, B c'est V2. On peut. Alors celle-là est très pratique pour la télémétrie. Là c'est un delta de X. Donc ça veut dire que par exemple, bon là j'ai pas, comme je suis sous le simulateur, j'ai pas de télémétrie, mais je vais prendre allez, je vais prendre la profondeur. Et là je vais mettre 10. Ça veut dire que mon interrupteur va devenir vrai tous les fois où ma profondeur aura pris un plus 10. Démonstration. Là, je monte. Tac, 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 tac. 10. Vous avez vu, il est passé à 10, il est devenu vrai un petit peu. Donc là, la prochaine fois qu'il va faire 10 plus 10, ça va être 20. Hop, 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 je monte. Ouais, j'arrive pas à le faire égal. Alors, attendez, je vais faire. Bon, là, j'arrive pas à faire exactement ce que je veux dans le simulateur, mais Euh, typiquement, par exemple, ce paramètre est extrêmement utile lorsqu'on a un vario. Donc là, on peut dire, à chaque fois que ma télémétrie, euh, à chaque fois que j'ai fait 10 mètres, j'ai mon interrupteur logique qui devient vrai. Donc après, on peut utiliser l'interrupteur logique pour déclencher une annonce vocale, pour dire, ah, vous êtes à telle altitude. Donc à chaque fois que je fais un cran, je fais plus 10 sur la valeur qui est ici, ça devient vrai. Et après, on retrouve la valeur absolue de D. Donc ça veut dire, si je fais plus 10 ou moins 10, à chaque fois que j'ai fait plus 10 ou moins 10, moins 10, moins 10, l'interrupteur logique devient L1 devient vrai. Donc ça, c'est la valeur absolue de D supérieure à X. C'est très pratique lorsque en V1, on utilise la télémétrie altitude. Et on dit, je sais pas, tous les 30 mètres, L1 va devenir vrai. Ça, c'est une aussi qui est très sympa, qui est très utilisée. On peut l'utiliser autrement, évidemment, mais c'est l'exemple le premier exemple qui me vient à l'esprit. Et chrono. Alors, chrono, il faut comprendre. Alors là, j'ai mis c'est le temps qu'il est allumé, le temps qu'il est éteint. Donc, démonstration. Vous voyez ici 1, 1, 2, 1. Donc V1, ça correspond. Le chrono, en gros, ça permet de faire un signal qui clignote. Donc L1 va être vrai pendant 1 seconde et ne va pas être vrai pendant 2 secondes. Alors évidemment, toujours pareil, on peut conditionner avec un interrupteur, par exemple SA. Et là, moi, je veux avoir, je sais pas, sur mon modèle, je veux avoir des petites lumières rouges qui clignotent au bout des ailes. Donc là, rien ne se passe. Hop, je mets en route. Vous voyez, ça clignote.
j'arrête. Donc c'est la fonction chrono est très sympa aussi à utiliser. Et la fonction bistable. Alors, je vais déjà revenir sur la fonction flanc. La fonction flanc, donc on va prendre par exemple, je vais prendre l'interrupteur, le SH. Voilà. Alors, le flanc, vous voyez dans V2, on a deux paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est pour dire c'est minimum maximum. C'est-à-dire on va définir une fenêtre de temps et on va dire, alors par exemple, pour bien vous montrer, parce que l'exemple est toujours le plus simple pour comprendre, là je dis, ben, si mon interrupteur SH est appuyé en bas pendant au moins une seconde, à ce moment-là, ça devient vrai. Démonstration. Une seconde. Et là, je relâche. Ah oui, pardon. C'était avec le et supplémentaire SA. Une seconde. Et je relâche. Et vous voyez, il a clignoté. Alors, je vais retirer ça de suite. Une seconde. Et je relâche. Donc là, vous aurez noté que ça devient vrai que quand je relâche le bouton. Pourquoi? Parce que ici, dans le deuxième paramètre, dans ma fenêtre de temps que j'ai définie, j'ai mis infini. Donc là, par exemple, je pourrais dire, ça devient vrai si mon interrupteur est en position basse pendant plus d'une seconde, mais moins de 2 secondes. Donc, démonstration. Là, je le mets en bas, moins d'une seconde, rien ne se passe, il n'a pas clignoté. Je vais le mettre plus d'une seconde, mais moins de 2. Hop, vous voyez, il a clignoté. Maintenant, je vais le maintenir en bas 3 secondes. 1, 2, 3. Je relâche, rien ne s'est passé. Donc la fonction flanc permet de dire je veux détecter et je veux que mon interrupteur devienne vrai quand ce qui s'est passé sur V1 a duré au moins ce temps-là, mais moins que ce temps-là. Si je mets la même valeur, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que ça dure au moins ce temps-là, et après, le bouton peut rester appuyé autant de temps que je veux, et c'est au moment où je relâche que ça va devenir vrai. Par contre, vous me direz, ah bah oui, mais moi ça m'arrange pas. Ce que j'aurais voulu, c'est que je veux que mon interrupteur soit en position basse pendant au moins une seconde, mais dès que j'ai atteint la seconde, hop, faudrait qu'il clignote un petit coup. Eh ben c'est facile, on descend et c'est le paramètre instantané. Démonstration. Une seconde, hop, vous voyez, il a clignoté. Et plus rien ne se passe tant que j'ai pas relâché. Je recommence. Hop, vous voyez. Voilà pour la fonction flanc. Je vous invite à pratiquer un peu la fonction flanc pour bien comprendre comment elle fonctionne. Mais voilà, je vais faire ça quand même pour essayer d'être plus clair. Donc là, on a l'axe du temps. Hop. Et la fonction flanc, c'est alors quand voilà, hop, je vais mettre là, je vais mettre une autre là, hop, voilà. Et comme ça et comme ça. Donc là, par exemple pour reprendre, ici, SH, oups, SH, hop, et en position basse. Donc ça se déclenche ici.
Donc ici, SH devient bas. Le premier paramètre, c'est j'attends une seconde. Si ça fait moins d'une seconde, alors c'est pas bon. Ça fait plus d'une seconde, donc là je suis bon. Si je suis en instantané, il va clignoter ici. Si ici par exemple j'ai mis infini, l'interrupteur logique L1 va devenir vrai quand j'aurai dépassé cette ligne, mais au moment où je relâche le bouton. Si je suis en instantané, dès que j'arrive là, hop, l'interrupteur logique L1 va devenir vrai un court instant. Si je suis en infini, il va devenir vrai au moment où je relâche mon bouton. Et ici, si je définis un deuxième paramètre, donc par exemple, je sais pas, 3 secondes, pour que mon interrupteur logique devienne vrai, il faut que j'arrive là, faut que donc dans notre cas d'interrupteur SH, il faut qu'il ait au moins duré une seconde, mais pas plus de 3 secondes, par rapport à l'exemple ici. Donc si mon interrupteur, je le relâche dans la zone qui est ici, oups, pardon, si je le relâche dans la zone qui est ici, c'est bon, mon interrupteur logique va devenir vrai. Si je le relâche avant ou après, ce n'est plus vrai. La dernière fonction à voir, qui est très pratique, elle est un peu plus simple à appréhender que la fonction flanc. Bistable, V1, V2. Alors, le bistable, c'est une fonction mémoire. Quand V1 devient vrai, paf, L1 devient vrai. Quand V2 devient vrai, hop, je fais une remise à 0, L1 n'est plus vrai. Moi j'ai trouvé cette image ici, je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire quand V1 est vrai, pof, j'appuie sur le bouton, ça met le courant. Et puis si V2 devient vrai, paf, j'appuie sur le gros bouton rouge, donc ça coupe le courant. Et mon interrupteur logique n'est plus vrai. Donc on voit bien le côté bistable. Alors si on appuie sur aucun des boutons, l'interrupteur logique garde, comme c'est une mémoire, un bistable, il garde la dernière valeur. Donc soit il était vrai, il reste vrai, soit il était faux, il reste faux. Donc si V1 est faux et que j'appuie sur V2, paf, je remets à 0, donc la sortie de l'interrupteur logique devient fausse. Si j'appuie sur le bouton V1, le bouton noir, à ce moment-là, ma sortie devient vraie. Et si j'appuie sur les deux en même temps, alors là, ici c'est noté. Vous voyez, si en gros, le gros bouton noir, là, V1, pour dire ça devient vrai, on en tient compte uniquement si le circuit est ouvert. Donc si le bistable est faux. Sinon, on n'en tient pas compte. Et réciproquement pour V2. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on appuie sur les deux en même temps, et ben si c'était vrai, ça devient faux. Si c'était faux, ça devient vrai. Voilà. Et la fonction bistable est très pratique dans plein de cas de figure. D'ailleurs, je vais vous faire un petit exemple de suite. Alors, un exemple dans lequel le bistable est extrêmement pratique, c'est par exemple si on veut faire une sécurité moteur. Alors, je vais dire A inférieur à B. Non, pardon, A inférieur à X. Donc je vais dire, je veux que mon manche gaz soit tout en bas, donc à moins 95%. Et là, ça devient vrai. Après, bistable. Donc je veux que ça devienne vrai quand mon interrupteur logique L1 est vrai. Maintenant, il faut conditionner tout ça avec un interrupteur. Donc par exemple, je vais prendre alors c'est lequel, le SF. Donc si SF est en position haute, alors je vais remettre le bistable à 0 et L2 ne sera plus vrai. Alors attention, je vous rappelle que dans l'explication que je vous ai donnée, on tient compte de ce qui se passe sur V2 uniquement si le bistable est vrai. Donc pour être sûr que L1 n'intervienne pas au mauvais moment, on rajoute un et supplémentaire sur le L1. Donc là, ça va être si SF est en position basse. Voilà.
Donc si mon interrupteur SF est en position basse et que mon manche de gaz est en dessous de 95%, hop, j'appuie sur le V1, mon bistable L2, mon interrupteur logique L2 devient vrai. Et si je remets mon interrupteur SF en haut, hop, c'est comme si j'appuyais sur le gros bouton rouge et je remets à 0 mon interrupteur logique. Et voilà, j'ai créé un interrupteur logique qui permet de faire une sécurité moteur top moumoute. Démonstration. Donc là, je dis, ah bah tiens, je vais mettre en auto mon moteur. Ah bah non, ça marche pas. Vous voyez, l'interrupteur L2, donc c'est le L2 qui nous intéresse. Il devient vrai que, hop, quand je suis en dessous de 95%. Et là, L2, elle devient vrai, on dit, bah ça y est, je peux désactiver ma sécurité. Et il reste vrai tout le temps. Je veux couper le moteur, hop, je coupe le moteur. Donc c'est L2 qu'il faut regarder. Alors là, je sais que ma procédure pour démarrer mon moteur, c'est je mets le manche en bas. Donc là, il y a une partie de la fonction ici qui devient vraie. Et je mets mon SF en bas. Tac, L2 devient vrai. Et vous voyez, même quand mon manche n'est plus en dessous de 95%, mon L2 a bien gardé la mémoire de l'impulsion qu'il y a eu sur V1. Et il va garder la mémoire juste à temps que je fasse une impulsion sur le V2, c'est-à-dire avec SFO pour hop, remettre à 0. Donc vous voyez, maintenant on peut utiliser L2 comme une sécurité pour le moteur. Alors bah, là je peux faire l'exemple jusqu'au bout. Donc dans le mixage, donc sur ma voie 3, je fais ajouter. Je vais faire un, donc je le mets sur la dernière ligne, remplacer avec le max à moins 100%. Et là j'utilise si L2 n'est pas vrai. Hop. Donc vous voyez, mon manche de gaz est bien à 0. J'active ma sécurité. Ah bah non, il faut en plus d'avoir démarré le moteur, il faut que je mette mon manche à 0. Ah bah ouais, ça y est, mon manche il marche. Vous voyez, la voie 3 bouge. Je coupe la sécurité. Ah, bah le moteur il démarre plus. Je retire la sécurité. Ah bah le moteur il démarre pas parce que j'ai fait une double sécurité. Il faut que mon manche soit tout en bas pour que L2 redevienne vrai. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une sécurité moteur optimum et au top. Alors, je rajoute juste une petite chose sur le bistable. Donc, lorsqu'on appuie sur les deux boutons en même temps, en fait, il change d'état suivant si l'interrupteur logique était vrai ou pas vrai. On va tenir compte soit de V1, soit de V2. Et si on appuie sur les deux, mais exactement au même moment, ça peut être utile aussi. Je vais vous montrer. Par exemple, j'utilise SH. Voilà. Donc ça veut dire que quand l'interrupteur est vrai, je tiens compte, comme je l'indique ici. Quand le bistable est vrai, je tiens compte que de V2, donc pour le remettre à 0. Et quand le bistable est faux, je ne tiens compte que de V1 pour le remettre à vrai. Donc concrètement, on fait quoi? En faisant comme ça, on crée une mémoire. Alors, regardez bien, je vais vous faire une démonstration. Donc là, l'interrupteur est faux. Tac, je relâche, il devient vrai. Et il reste vrai tout le temps. Je le mets en bas. Il est devenu faux. Et il reste faux. Donc vous voyez, il a bien gardé la mémoire de l'action. Voilà, donc on a fait le tour des interrupteurs logiques. Donc là, les interrupteurs logiques, c'est vraiment comme les Lego. C'est-à-dire on a tout un tas de blocs qui fait des fonctions, et c'est à nous de les mettre dans l'ordre qu'on veut pour fabriquer ce dont on a besoin. Et croyez-moi, lorsqu'on commence à bien maîtriser les interrupteurs logiques, on fait des choses absolument formidables. Parce qu'on peut combiner des interrupteurs logiques entre eux, plus avec les durées, le délai, enfin bon bref, là tout est possible. Comme pour les mixages, il faut prendre un papier et un crayon, se poser la question comment on veut que ça marche, on se fait un petit dessin en disant ah bah, je veux que ce soit comme ça, et une fois qu'on a les idées bien claires, hop, on implémente et on teste tout ça sous compagnon.
Eh bien voilà, écoutez, j'avais, en préambule dit qu'on regarderait aussi les fonctions spéciales, mais, la vidéo étant déjà longue, je préfère fractionner et je ferai une nouvelle vidéo sur les fonctions spéciales, prochainement. Merci pour votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, diffusez-la et n'oubliez pas, de dire, cliquez sur le petit pouce pour dire que vous avez apprécié, voire même vous pouvez poster des commentaires. Je vous remercie.